C'est une semaine bien remplie qui nous attend sur les marchés financiers, même si elle ne sera que de 4 jours en Europe, pas du côté des États-Unis. Bonjour Véronique Riche-Flores, présidente et économiste chez RF Research. Alors entre guerre en Iran, on en parlait, blocage du Hydro 3 d'Ormuz, la saison des résultats d'entreprises qui continue. Les grands noms de la tech vont publier cette semaine et les banques centrales qui se réunissent. Fed, BCE, qu'est-ce que vous allez regarder le plus particulièrement? C'est quoi le plus gros risque? Le plus gros risque. Écoutez, du côté des banques centrales, il y a beaucoup de comités de banque centrale. On a quand même le sentiment qu'il n'y a pas trop de risques à ce niveau-là, en tout cas que les banques centrales vont être dans l'expectative, dans l'attente. Il est possible que certaines durcissent le ton. Je pense par exemple à la Banque d'Angleterre où les chiffres sont quand même très mauvais. On partait d'une base qui était déjà pas très bonne et les dernières indications donc du mois de mars montrent quand même que c'est un des pays dans lesquels les statistiques sont d'ores et déjà mal orientées. Donc je vous rappelle que la Banque d'Angleterre envisageait encore, comme nombreux autres d'ailleurs, de pouvoir baisser ses taux d'intérêt, envisager une inflation qui au mois d'avril était censée revenir dans la zone des 2%. Donc là, il y avait déjà beaucoup de doutes auparavant, mais alors là, on balaye tout ceci d'un revers de manche. Ailleurs, néanmoins, on a plutôt l'impression que, à la fois, on a très peu de données économiques. Moi, je comparais il y a quelques jours à la période de Covid, ou quelques semaines après le premier confinement. Mais parce que c'est encore trop tôt? Bien, écoutez, c'est très curieux. Post-Covid, on a eu tout un tas de publications de données à très haute fréquence qui nous permettaient de capturer les mouvements économiques presque en temps réel. Des données hebdomadaires, quotidiennes, etc., sur tout un tas de domaines d'ailleurs qui n'étaient pas couverts traditionnellement et qui étaient fort utiles. Aujourd'hui, on est très court en données, finalement, des agendas économiques qui prennent le temps habituel, qui ne publient pas plus rapidement qu'habituellement. Ce qui fait qu'on a eu la semaine dernière beaucoup de données du mois de mars qui sont très difficiles à lire. Il y a des effets contrariants, il y a du stockage, il y a l'activité militaire également qui dope l'activité, enfin le domaine industriel un peu partout. Dans ces conditions, les banques centrales ne peuvent pas prendre de décision et elles vont encore décaler, ne pas donner de forward guidance non plus. Et même du côté de l'inflation, en réalité, vous avez bien évidemment les prix de l'énergie qui partout augmentent. En dehors des prix de l'énergie et de ce qui est directement lié à l'énergie, je pense au transport, très peu de signaux pour l'instant préoccupants. Donc il n'y a pas de raison que les banques centrales se précipitent à agir, certainement pas, et peut-être même se précipitent à donner des guidance sur ce qu'elles envisageraient de faire. Donc ce sera encore très flou et très prudent. Donc voilà, donc probablement assez peu de risques à ce niveau-là. Je pense que l'attention... Alors, il y a pas mal. Il y a un risque qui s'est évaporé vendredi. C'est Kevin Warsh qui devrait être confirmé par le Sénat, puisque finalement, la procédure contre Jérôme Powell devrait être levée par la procureure de Washington. Donc là, c'est quand même un risque que les marchés vont applaudir qu'il soit levé. Effectivement, que Jérôme Powell quittera son poste de président mi-mai, le 15 mai, et qu'il sera remplacé par Kevin Warsh. Est-ce que ça veut dire une communication particulière? Je ne pense pas. Je pense que Jérôme Powell est quand même... D'abord, il faut attendre la confirmation du Sénat. On ne l'aura peut-être pas avant la prochaine réunion du FOMC. Et puis, traditionnellement, il n'y a pas trop de... il y a une discrétion à l'égard de ces passations de pouvoir et de responsabilité. Et donc, on n'aura pas trop d'indications et on ne voit pas trop non plus ce que pourraient être ces indications. Alors, en revanche, il va y avoir la mise à jour des prévisions, des projections trimestrielles du FOMC qui, bien évidemment, peuvent être quand même importantes. Envoyer des messages. Ah, mais non, c'est en juin. C'est une réunion, c'est sa dernière. Finalement, voilà, dernière réunion, plutôt calme. Donc probablement pas de grands changements par rapport aux communications antérieures. Bon, on a quand même la saison des résultats qui se poursuit. Pour le moment, elles ont été assez résilientes. Les entreprises
entreprises. Là, ça va être très tech cette semaine. Tech et IA, la semaine dernière, il y a eu de nouveaux records du Nasdaq. Mais alors, dans le compartiment tech, c'était très ségrégué quand même entre les logiciels, IBM qui s'est quand même pris une belle baisse dans ce secteur-là, et puis les semi-conducteurs, ça a été une hausse faramineuse. Vendredi encore avec Intel. Qu'est-ce qu'on va regarder comme chiffre cette semaine chez Amazon, Meta, Alphabet? Écoutez, on regardera de toute façon, enfin les spécialistes, ce qui est un peu moins mon domaine d'ailleurs, regarderont de toute façon la teneur des résultats. Ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude spécifique en ce qui concerne l'industrie de l'IA et tout ce qui va avec, notamment les perspectives d'investissement. On est toujours dans notre rêve de dépenser et que ça va avoir une vraie rentabilité. Il y a le rêve et puis il y a du concret, c'est-à-dire que pour l'instant, le conflit et l'augmentation des dépenses militaires, les nouvelles, les évolutions du matériel militaire, etc., vont plutôt en faveur du secteur des nouvelles technologies et particulièrement de l'IA. Et c'est avec des dépenses partout, militaires, qui également viennent en soutien de ce secteur. Donc je pense que pour l'instant, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut envisager de tenir encore longtemps sans que cette crise et sans que les perspectives d'inflation en place finissent par avoir un effet majeur sur les taux d'intérêt. Et là, parce que c'est ce qui importe le plus. Qui viendront toucher tout ce compartiment de la tech qui emprunte de plus en plus avec de la dette. Tout à fait, qui est très endetté, qui va s'endetter bien davantage et dont on commence à bien percevoir la sensibilité à l'évolution des taux d'intérêt. Or, à ce stade, même sur la partie longue des taux d'intérêt, on a eu quelques signaux d'inquiétude, des tensions, mais il n'y a pas, on n'est pas sorti de ce range qui date des 3 dernières années. Donc, il n'y a pas d'inquiétude majeure. Et je pense qu'il n'y en aura pas tant qu'on aura des banques centrales qui, pour l'instant, ne vont pas indiquer grand changement. Sans doute que la prochaine vague d'inflation, les chiffres du mois d'avril notamment, pourraient être beaucoup plus préoccupants pour la suite des événements, c'est-à-dire l'anticipation des politiques monétaires, parce qu'on voit quand même difficilement comment les banques centrales pourront éviter de resserrer à un moment donné leur politique monétaire. Et à ce moment-là, ça arrivera en juin parce que alors ça peut arriver plus tardivement, effectivement. Est-ce que ce ne sera pas trop tard ? C'est plutôt juin, en tout cas oui, probablement pas. Mais ce ne sera pas trop tard par rapport à ce qu'il faudrait faire ? Non, pas trop tard parce que pour l'instant, ce qu'on voit bien, c'est que cette crise ralentit, donne un coup d'arrêt à l'activité. Alors c'est moins net dans l'industrie, on n'est pas certain que on est à peu près certain que tous les secteurs industriels ne vont pas profiter de cet appel d'air. L'appel d'air est très limité d'ailleurs, il est souvent dû à du stockage ou des achats anticipés des entreprises comme des ménages. Ça dure un ou 2 mois, pas beaucoup plus. L'effet de la défense sur l'activité, on l'a vu depuis 2 ans, n'est pas non plus suffisant pour tirer l'ensemble de l'activité économique des différents pays. Donc, on reste sur des choses très cantonnées. Et puis, le secteur tertiaire, lui, est en train de dévisser très rapidement. Avec ce qui était marquant dans les perspectives, dans les indicateurs de la semaine dernière, on a eu beaucoup les PMI, beaucoup d'enquêtes, l'INSEE et autres, c'est que les perspectives d'emploi commencent déjà à se fragiliser du fait du contre-coup dans l'industrie, dans l'économie tertiaire, les services. Alors attention, il n'y a pas que les services touristiques, qui sont ceux peut-être qu'on a le plus précocement à l'esprit. Il y a aussi tous les services aux entreprises. Et là, plus cette crise dure, plus les entreprises gèlent leurs projets, économisent par prévention, ne serait-ce que ça, justement à cause sur leurs coûts aussi au Moyen-Orient. Et parce qu'elles ne savent pas trop non plus anticiper, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, comment les choses vont se dérouler. Mais alors les marchés dans tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas trop complaisants face à ce conflit au Moyen-Orient ? Alors ils sont complaisants avec des distorsions, c'est-à-dire qu'on voit cette concentration à nouveau se jouer sur les secteurs de l'IA. Donc ça, c'est pas très bon signe pour la suite. On avait eu un début d'année, rappelez-vous, où on commençait à avoir des évolutions un peu plus largement
assise et qui était plutôt rassurante d'un point de vue de l'équilibre financier. Là, on est reparti dans quelque chose de très concentré, qui n'est jamais très bon signe. Après, les marchés sont revenus. Alors, Wall Street, vous avez le S&P qui a dépassé ses plus hauts du mois de février, mais dans la grande majorité des cas, on est revenu très tôt. Puis, on s'arrête là, on s'arrête sous les plus hauts et j'ai l'impression que ça va être quand même assez compliqué de retrouver des tendances haussières tant qu'on n'a pas une meilleure visibilité, tant que les risques sont intacts et qu'on n'a pas notamment une meilleure visibilité sur les politiques de banque centrale. Donc, on va aussi beaucoup suivre les négociations sur l'Iran cette semaine. Merci beaucoup, Véronique Riche-Fleurès, présidente de RF Research. Merci à vous.